Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés, des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute. Bonjour à tous. Début janvier, j'étais chez Valentine Whitmer, la queen du knitwear stylé et coloré en Belgique. Valentine et Arthur, son associé, sont tout ce que j'aime en Belgique. Des gens cool, qui se prennent pas la tête et sont faciles d'accès, chaleureux, ils t'aident avec ton matériel de podcast. Et puis, on parle business de leur marque Valentine Whitmer Lab. C'est clair, ouvert et jamais prétentieux. Dans cet épisode, Valentine explique sans langue de bois les difficultés rencontrées quand on veut performer en ligne, mais aussi plaire aux boutiques multimarques. Elle explique les choix difficiles qu'elle a dû prendre et sa nouvelle stratégie lancée récemment. Avec simplicité, elle se remet en question et nous partage les réalités de son développement commercial. Dans cet épisode, Valentine vous racontera aussi sa fierté de voir ses pièces portées par des stars comme Bella et Gigi Hadid ou encore les coulisses de sa collaboration avec la chanteuse Pomme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Valentine Whitmer. Hello Valentine. Coucou Astrid. Bon, c'est cool de t'avoir à mon micro ce matin. Alors ma première question, comme toujours, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire, si tu te souviens, c'est quoi le métier que tu rêvais faire quand tu étais enfant ? Alors, je m'appelle Valentine Whitmer, j'ai 35 ans, je suis la cofondatrice de la marque Valentine Whitmer Lab et la cofondatrice de la marque Rodé, qui est une marque de swimwear que je partage avec ma grande amie Émilie et qui, elle, gère vraiment la marque au quotidien, alors que moi, je suis plus investie au quotidien dans la marque Valentine Whitmer Lab. Et je pense que je fais le métier aujourd'hui que je voulais faire déjà étant petite, je voulais lancer ma marque. Donc cool. Ça, voilà, je suis restée fidèle à ce que... Tu te souviens vraiment de ça, enfant? Oui. Tu dessinais, J'ai commencé à dessiner plus tard, mais je coupais dans les magazines, j'étais obsédée par les magazines, les belles pubs, les beaux shootings, donc déjà j'avais un goût pour l'esthétisme et je mettais ça dans des classeurs. Ah ouais? Ouais. Je coupais, je mettais ça dans des classeurs. Nous, on appelait et ça... tu classais quoi? Les matières, les couleurs? Non, les photos. Ah, j'étais obsédée par les belles photos, à l'époque évidemment les belles mannequins, etc. Ouais. Et dès qu'il y avait des beaux shootings, etc. Ça, je classais dans des fards. Ça Mais qu'est-ce que servait tu classes? strictement à rien. Ah oui, non, à rien. Tu rangeais quoi? Oui, je rangeais. Mais j'adorais couper et donc mes photos préférées, je les mettais dans des fards. Et ouais, ça c'était ma grande passion étant petite. Fard, un de mes mots belges préférés, des dossiers quoi. Ouais, des dossiers. trop. Et swimwear, maillot de bain, évidemment, Rodé, dont on parlera peut-être encore. Super. Et donc de ce rêve, tu es arrivé à ta réalité. C'est joli quand même, c'est cool. Quel a été ton parcours? Alors, moi, j'ai d'abord fait la communication à Bruxelles. Ensuite, j'ai été faire mon master en marketing and communication management spécialisé dans la mode à Milan, dans une école spécialisée dans la mode à Milan. C'était trop chouette. Je suis rentrée à Bruxelles après 1 an, donc c'était un master d'1 an. Et j'ai commencé à travailler chez Smets, le concept store
belgo-luxembourgeois de luxe, donc il y a des points de vente au Luxembourg et un à Bruxelles. J'ai travaillé d'abord en tant que stagiaire et puis j'ai été engagée comme entre guillemets assistante de la marketing manager. Et puis elle est partie, donc j'ai pris son poste. Cool. Relativement jeune, peut-être un peu trop jeune. T'avais quel âge là? Je devais avoir 23, 24. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement? Mais en fait, donc déjà c'est une entreprise familiale, du coup, et ça reste une petite entreprise. Du coup, j'avais un poste, mais c'est vrai que dans des petites entreprises, tu dois faire en fait beaucoup plus de choses. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, j'ai appris énormément. Ça c'était incroyable. Et t'organisais des événements, ce genre de choses avec les marques. Ouais, exactement. Surtout que moi, je suis arrivée au moment où ils ouvraient leur gros point de vente en fait à Schaerbeek. Ouais. Donc c'est au moment où on devait faire parler justement de la marque, enfin donc de Smets. Et en effet, on a dû commencer à je me souviens d'un événement à Kenzo. Oui, non, les événements étaient dingues. Donc ça, c'était génial. Franchement, surtout que c'est un magasin qui distribuait de très, très, très belles marques. Donc j'ai eu la chance, c'est ce que j'ai appris énormément et j'étais plongée directement. On a fait un magnifique événement avec Kenzo, comme tu disais, avec Arven. Donc très jeune, j'ai eu la chance. J'avais rencontré par exemple Guillaume Henry à l'époque qui était chez Carven. Cool. Oui, pour un jeune âge, j'étais dans un. Et déjà dans ton enfance là, quand tu disais que déjà enfant tu voulais dessiner et que t'aimais les vêtements, t'étais dans cet environnement de beau, des belles choses? Non, pas spécialement parce que dans ma famille il y a personne qui travaille vraiment dans des milieux artistiques. Ouais. Non, pas du tout. Okay. Tout le monde est indépendant, donc je pense que cette fibre entrepreneuriale, on l'a clairement dans la famille, parce que ce sont mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Par contre, dans le côté artistique et esthétique, mon père est très artiste, mais plutôt dans la pub, tu vois. Ok. Donc, mais pas vraiment dans l'esthétique comme la voie que moi j'ai décidé de prendre. Mais chouette. Donc non, c'est un peu venu. Non, ça vient de toi, quoi. Oui. Ouais. Et après Smets, que tu as lancé ta marque? Non. Alors après, donc j'ai quitté Smets en début 2015, et puis j'ai travaillé en tant qu'indépendante pour le magazine qui s'appelait à l'époque Victoire, qui est devenu Ce Soir, donc le supplément du soir, du groupe Rossel. Et là, j'ai travaillé pendant, je dirais, 7-8 mois. Ok. Et puis j'ai travaillé un petit peu pour mon beau-père en marketing qui est concessionnaire de marque BMW, Jaguar, Land Rover. Ok. J'ai fait 6 mois ou un peu plus là, et puis j'ai décidé de lancer ma marque en début 2016. Ok. Enfin non, j'ai décidé vers août 2015 et en 6 mois la marque était sortie. Donc début 2016, on a lancé notre première collection. Ouais. Et tu viens de dire nous, et tu as dit que tu étais cofondatrice. Qui est cette deuxième personne? Arthur, mon associé, qui m'a rejoint en fait un petit peu plus tard. Ok. Donc j'ai lancé en 2015 avec une première personne avec qui ça n'a pas continué. Voilà, exactement. Mais no hard feelings, comme on dit. C'est juste que ça, voilà, on a évolué différemment. Et Arthur m'a rejoint lui en fin 2016, début 2017. C'était un souhait pour toi d'avoir un associé? Oui. Tu voulais ne pas être seule? Ah oui. Non, mais surtout que je pense qu'on peut pas être bon dans tout et que j'avais besoin d'avoir une personne complémentaire à mes skills à moi. Et donc, et comment? Il est du coup l'extrême opposé, mais du coup le parfait binôme. Parce que lui, il a plus son cerveau gauche qui fonctionne et moi j'ai plutôt le droit. Du coup, on a un très très bon équilibre. Et donc lui, il m'a rejoint en début 2017. Et en fait, lui, il est arrivé au moment où on a décidé de faire une transition justement de marque seulement B2C à ce moment-là vers le B2B. Ok. Donc, j'expliquerai plus tard le B2B. Ouais, okay, sûrement. Okay. Ouais, c'est sûr. C'est forcément intéressant de savoir ça. Et du coup, parce que je connais plein de marques qui cherchent des associés, tu vois, qui des filles comme toi, qui sont plus le profil créatif. Tu vois, c'est le duo un peu cliché Yves Saint Laurent, Pierre Berger. Mais moi, c'est un des premiers conseils que je donne aux gens qui me posent la question. Je dis, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous êtes on the same page. Complémentaire, quoi. Et complémentaire, surtout. C'est très chouette de faire une marque avec quelqu'un qu'on aime bien, etc. Mais il faut que cette personne vous apporte quelque chose que vous n'avez pas et vice versa. Et tu sais comment on trouve un associé? C'est pas facile. Moi, franchement, je m'estime être très heureuse, très, très chanceuse, d'avoir réussi à trouver un associé, avec qui, surtout, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et on n'a pas eu un pépin. Ouais, c'est vraiment chouette. On a eu des hauts et des bas dans notre marque et on a toujours regardé dans la même direction. Et donc, franchement, moi, j'ai une chance inouïe. Maintenant, je pense qu'il faut beaucoup discuter. Le bouche à oreille fait beaucoup. Mais trouver un associé, c'est pas facile. Après, il y a trouver un associé. Vous êtes testé un peu avant de vous associer? Oui. En fait, on avait on a lancé une première boîte ensemble qui s'appelait Oh My Dress, qui était une société une boîte qui faisait de la seconde main.
Je pense qu'on était online. Donc, je pense qu'on était un petit peu peut-être trop tôt. Ah ouais. Et sans budget. Donc, évidemment, quand on voit aujourd'hui des plateformes comme Vinted ou même Vestiaire Collective, etc., je pense qu'ils sont arrivés à un meilleur moment. Et des gros budgets, t'as raison. Et des gros budgets. Et voilà. Mais par contre, voilà, on a fait ça pendant 3 ans. Au niveau bruxellois, on était déjà très contents. Mais c'est vrai qu'à un moment, pour en faire un vrai business, il faut... Ok, mais ça, c'est vrai que c'est un super exercice de collaboration, quoi, voilà, de travailler ensemble. Ça nous a permis de réaliser, en fait, qu'on était, entre guillemets, fait pour travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand moi, j'avais à la base, donc, lancé la marque avec quelqu'un d'autre. Et puis, quand on s'est séparé avec cette fille à l'époque, j'ai recontacté Arthur en disant, est-ce que tu viendrais pas me rejoindre? Lui, entre-temps, avait lancé un autre business. Donc, il voulait pas à ce moment-là. Ouais. Et puis, son business s'est cassé la gueule, le pauvre. Et donc, il m'a rejoint. Ok, super. Ouais, en 2017 du coup. Génial. Et plein d'expériences qui nourrissent après les prochains débarques, quoi. Super. Ouais. Et vous en êtes où aujourd'hui? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Valentine Whitmer Lab? Ça représente quoi aujourd'hui? Ça fait combien de temps, t'as dit? 7, 8 ans? Ça vient de faire 8 ans. Ouais. Donc, quand même pas mal. Donc, 8 ans avec une année, comme je disais, seulement spécialisée, entre guillemets, dans le B2B, où on avait, en fait, notre première collection, c'était 6 pièces, donc 6 pulls. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on m'associe beaucoup encore à une marque de pulls, parce qu'en fait, j'ai commencé les 3-4 premières saisons en ne proposant que des pulls. Et puis, en fait, donc, que de la maille, mais que des pièces, enfin, que du haut, quoi. Donc, pas de pantalon, etc. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'associe encore, un peu trop d'ailleurs à une marque de pulls, alors qu'on évolue. Maintenant, c'est juste que dans la tête des gens, tout ça, ça prend du temps. Et puis, petit à petit, on a développé des nouvelles gammes, comme les chemises, on développe le jersey, par exemple, pour la saison prochaine, et même les pantalons tailoring. Chouette. Donc voilà, on est en pleine évolution. Mais c'est vrai que dans ton ADN, pour moi, t'es quand même la queen du knitwear stylé, quoi. Maintenant, on se rend compte que le monoproduit, ça a du bon et du moins bon. C'est très bien parce qu'en effet, ça permet justement d'asseoir ta marque en tant que, comme tu dis, professionnel de. Mais par contre, c'est pas toujours facile parce que la maille, évidemment, il y a énormément de contraintes techniques. Qui a aussi évidemment dans d'autres produits. Oui, dans d'autres produits évidemment, mais c'est juste qu'à un moment nous on s'est rendu compte quand même qu'on était parfois limité dans ce qu'on avait envie de faire, et surtout détail mais qui a son importance. La maille aujourd'hui, c'est con, mais la météo joue beaucoup, et en fait aujourd'hui, vu qu'on a un business wholesale, donc B2B, on a on en parlait tout à l'heure, des périodes de livraison en magasin qui doivent être bien respectées, et c'est vrai qu'aujourd'hui livrer, on en parlait tout à l'heure, des pièces hiver en juillet, c'est compliqué. Les magasins peuvent pas vendre, et du coup, en fait, leur selling window, donc leur période de vente est de plus en plus courte, et donc en fait, on peut plus faire que de la maille, parce que livrer de la maille en juillet, ça n'a aucun sens. Donc on a été obligé petit à petit, en fait, de rajouter des produits pour pouvoir proposer autre chose, en fait, parce que sinon, la période de vente est trop courte, surtout qu'on sait qu'en début janvier, c'est déjà les soldes, les soldes d'hiver. Donc on a été obligé, un peu forcé, en fait, de proposer autre chose, et surtout, c'était une volonté aussi de vouloir proposer un vestiaire un peu plus complet, et pas que de la maille, en fait. Donc, tu vois, pour pouvoir proposer des pièces qui allaient en dessous, des pantalons, par exemple, parce que même pour créer un univers sur un online shop, c'est quand même logique d'avoir ton propre pantalon, ton propre soupule. Et donc, on voulait arrêter de travailler avec des marques extérieures, en fait. Mais après, ça a du sens aussi, tu vois, de commencer niche avec une catégorie de produits dans lequel t'es vraiment le maître, et après de faire grandir ta marque essentielle à commencer avec des t-shirts, quoi. Ben voilà. Et évidemment, donc, maintenant, c'est une grande collection. Ouais, voilà. Maintenant, on veut vraiment proposer une gamme complète. Et puis, c'était une envie aussi, tu vois. Je portais énormément de chemises, par exemple, et je me suis dit, mais attends, je suis en train de me concentrer que sur la maille, alors qu'en fait, il y a énormément de pièces que moi j'adore, que je mets, et que je vends pas moi-même. Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec une petite collection de chemises et ainsi de suite, et maintenant elle prend en tout cas en B2B, elle prend une ampleur de plus en plus importante, donc on va creuser encore là-dessus pour les saisons à venir. C'est un bon développement à venir, et du coup c'est quoi justement toi ta réalité commerciale, où est-ce qu'on trouve les produits Valentine Whitmer Lab? Donc comme je disais, on a 2 pôles de vente, donc on a le B2C et le B2B, donc notre vente en direct se fait principalement du coup via notre site internet. Et possibilité de prendre rendez-vous en showroom ici, donc à Bruxelles. Mais ça marche. Ça on voit que les gens sont pas, ils préfèrent soit aller en magasin. Je pense que le client, ça marche. Donc on a quand même quelques clientes, mais on n'a pas des rendez-vous spécialement. Voilà, les gens ne se battent pas pour venir ici, disons. Du coup, on a notre online shop. On fait parfois des pop-up comme on vient de faire maintenant à Bruxelles pendant les fêtes de Noël. Ça a duré combien de temps ce pop-up? 2 mois. C'était un premier test un peu plus long terme. En général, on fait soit des longs week-ends, soit 10 jours pour avoir 2 week-ends.
Là, on a décidé de faire 2 mois. C'était un test. C'est très différent en fait parce qu'en fait on étale en fait la possibilité de passage des clients sur du beaucoup plus long, et donc c'est vrai que je pense que du coup ça force, enfin ça implique que le client peut se permettre de dire ok, je passerai plus tard, tu vois. Donc il y a pas cette, on n'arrive pas à en fait à ramener pas tout le monde. cette excitation de c'est maintenant pour 3 jours. Ouais, exactement. Donc c'est très très différent comme système. C'est très intéressant à voir aussi de voir comment ça fonctionne. Et donc ça c'est vraiment pour la vente en direct de notre marque directement à notre consommateur. Et puis on a le pôle B2B wholesale, donc on vend nos pièces aux magasins qui eux achètent, comme tu sais très bien vu que c'est ton métier, mais qui achètent 6 mois en amont du coup lors des Fashion Week, et puis on livre les magasins et eux vendent notre marque du coup. Et du coup vous êtes présenté à Paris, à Bruxelles. Exact, on est à Paris dans 2 showrooms différents, un showroom qui gère toute la France et un autre showroom qui gère les pays d'H, donc l'Allemagne, Autriche et Suisse. Et puis on a notre agent ici qui était à Anvers avant et qui maintenant passe à Bruxelles pour cette saison Fall Winter 24, donc la saison qu'on va vendre maintenant à Paris en janvier. Et du coup, c'est un focus pour vous, le B2B, de développement wholesale? Ouais. En fait, on avait un petit peu mis ça de côté, mais comme beaucoup de marques d'ailleurs, pendant le Covid et post-Covid, on s'est tous dit digital, c'est l'Eldorado, c'est l'avenir. On a tous fait marche arrière. On s'est tous dit que Internet, ça allait être dingue, que le digital allait tout exploser. En fait, pas du tout. Justement, ça a même fait un gros, c'est un peu effet pétard mouillé, tu vois. On s'est tous dit, le digital, ça va être incroyable. Et en fait, mais même les grands articles, même les grands chercheurs, etc., disaient que le digital allait exploser jusqu'en 2025. Pas du tout. Ouais. On voit qu'on a justement fait un gros 2020, 2022. Il y a eu 2 années quand même. C'est ça. On a eu 2 très belles années. En fait, mais pour beaucoup de business, il y a eu de très belles années Covid. En tout cas, dans mon métier, je parle pas des métiers de la restauration, etc. Mais nous, on a fait une très belle année Covid vu qu'on avait du digital, et une très belle année post-Covid parce que les gens n'avaient pas dépensé l'année d'avant, et donc ils ont consommé énormément en 2022, et depuis. Et là, votre online shop, votre site internet a été très bon, très bon à ce moment-là. Donc on s'est dit en fait le B2B c'est de moins en moins intéressant. Enfin, le wholesale c'est de moins en moins intéressant. On va justement mettre un peu tout en digital. Donc là, on s'est dit ok, on part vers une strate digitale. On s'est rendu compte en fait que le digital était complètement en train de se casser la gueule, et du coup on est encore mais dans une période un peu le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire vouloir faire du B2B, vouloir faire du B2C, mais en fait c'est difficile parce que tu sais pas bien faire les deux, et surtout c'est pas la même stratégie. Enfin, toi tu sais de quoi on parle. Enfin non, c'est vrai. C'est pas la même chose. Non. Je dirais pas que c'est 2 business différents, mais c'est 2 approches et 2 démarches. Déjà, l'élément majeur, c'est que pour être dynamique et cohérent sur le digital, il faudrait sortir tous les mois une collection. Il faudrait des drops tous les mois, avoir toutes les 3 semaines. Et c'est pas du tout ce qui est la réalité des magasins et la réalité. Voilà, exactement. Donc en fait, ces 2 pôles-là ne se lient pas facilement en fait. Donc voilà, comme je te disais, on était un peu le cul entre 2 chaises, et donc récemment. Donc, on est rentré de Paris, donc en septembre, on a été présenté Spring Summer 24, où on a fait une saison plus difficile de nouveau en B2B. Et donc, on s'est dit, et ça faisait déjà quelques saisons que c'était de plus en plus dur le B2B. Et donc, on perdait un peu en vitesse en B2B. Le B2C, comme je disais, était un peu difficile. Vous perdiez des points de vente ou vous perdiez d'un panier moyen qui était plus faible? Un peu des deux. Soit on perdait des points de vente, soit en effet le panier était, le panier moyen était de plus en plus faible. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne réfléchissait pas notre collection en B2B. Tu vois? C'est pour ça que je disais qu'on était le cul entre 2 chaises. En fait, on la réfléchissait en digital, et on disait en fait, en B2C, et on se disait ok, cette collection elle va marcher en B2B, mais en fait comme on disait, c'est pas la même chose. Et donc on arrivait avec une collection à Paris qui soit n'était pas assez complète pour les magasins parce qu'ils achètent différemment, tu vois. Ils achètent en rack, en une histoire, du merchandising, exactement. Des looks aussi, exactement. Ce que finalement le client sur notre site internet, bien sûr, il achète une pièce. Et la réalité aussi du site internet, c'est qu'il a besoin de pièces très fortes, très images, très colorées, ce qui fonctionne bien online. Et la réalité des magasins, parfois, c'est juste le joli pull bleu marine, quoi. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est même l'opposé. C'est pour ça que je dis que en fait, c'était 2 strates très différentes. Et en fait, on essayait de faire les 2, mais du coup, on se perdait. Et qu'est-ce que vous voulez privilégier alors pour maintenant? Justement, donc vu que digital très difficile, et en fait, je n'ai même pas envie de faire une marque digitale. C'est pas ça qui m'excite en fait. Je trouve pas qu'on s'est implanté une belle marque en digital.
Je pense que c'est un plus d'avoir un site, etc. Mais pour la vision que moi j'ai de notre marque, je pense que le passer en retail et en magasin pour asseoir vraiment notre notoriété, etc. est primordial. Du coup, on rebifurque complètement vers une strate B2B. En pensant vraiment les collections wholesale, quoi. C'est ça. Pour les donc boutiques maintenant, multimarques. en effet, maintenant on a repensé notre strate. Donc je disais quand on est rentré de Paris là en septembre. On a dit on peut plus se permettre en fait de présenter des collections comme ça parce que c'est pas assez complet, c'est pas assez cohérent et donc on s'est dit maintenant il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus la collection pour qu'elle s'adresse au B2B. Et donc ça c'est ce qu'on a fait en seulement 3 mois de temps du coup vu qu'on présente Bravo. Ouais, ça a été intense. Entre le moment de la décision. Merci pour ton honnêteté, tu vois, de revenir sur ces difficultés qui sont en effet celles des marques, de vouloir aller sur tous les tableaux. Et en plus, c'est ce qu'on nous a dit de faire, quoi. D'être omnicanal, alors qu'en fait, ça demande une multiplication de ressources, une multiplication. Voilà. Et souvent, c'est comme je disais, c'est deux. Et c'est contradictoire. Exactement. Donc, et ça, en fait, on s'en rendait compte, mais on n'avait pas pris le moment, enfin, on s'est pas dit, OK, maintenant, il faut qu'on change. Et là, en fait, vu qu'on en a analysé quand même, que ça devenait quand même de plus en plus dur, on s'est dit, là, on peut plus se permettre d'attendre encore une saison pour encore, ça se trouve, voir que ça diminue encore. Donc, on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on change, c'est plus possible. Et donc, on a, comme je te disais, en 3 mois, on a, du coup, avec nos ateliers, ça a été un peu costaud aussi, parce qu'on leur a demandé d'être prêts 2 mois plus tôt, de doubler, les références, donc les SKU, de faire des tailles, ce qu'on n'avait pas avant. Ah, waouh! Ouais, vous étiez très connu en effet pour du taille unique. Ça, on arrête. En B2B, ça marche pas. Les tailles. Enfin, ça marche, mais. Ça réduit. Ça réduit déjà, on a fait le panier moyen, parce que plutôt que prendre, par exemple, 2 S, 2 M, 2 L, ils vont dire, OK, je prends juste 4 pièces. Bah, du coup, t'en perds 2. Même 3. Et ainsi de suite. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exact. Et donc, en fait, ça, sur toutes les pièces, en fait, ton panier moyen diminue. Et donc, et puis même fonctionner en taille unique aujourd'hui, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne. Bah, pareil, c'était très pertinent online. Voilà, exactement. Mais en magasin, pas du tout. Mais online, le small, medium, large, c'est très clair aussi. Ouais, mais donc voilà, donc grosse, nouvelle strat qui n'a pas encore payé, donc on verra ce que ça donne. Super. Mais en tout cas, on a mis beaucoup de choses en place pour que ça bouge. Ouais. Donc, et c'est intéressant ce que tu dis, le fait de aussi se diversifier. Ouais. Ça paraît évidemment la bonne idée, mais à un moment donné, en fait, on perd son focus. Et quand on perd son focus, on n'a pas les résultats, quoi. Non, exactement. Donc c'est pour ça que, qu'on met des choses en place et on verra. Et donc là, du coup, vous avez tout retravaillé là entre septembre et décembre. Ouais. Donc en 3 mois. Super. Et nos ateliers, incroyables, parce que donc, comme je disais, on leur a demandé d'avoir plus de SKU, on leur a demandé de faire des tailles, on leur a demandé d'être prêts 2 mois plus tôt, parce que ça, j'ai pas dit, mais en fait, à la base, on présente dans Menco. Donc en février, fin février, début mars. Et là, finalement, on a décidé d'aller présenter en préco, donc même durant la Fashion Week Homme, qui est en janvier, donc la semaine prochaine. Et donc ça veut dire qu'ils ont eu aussi, donc ils ont eu plus de produits, plus de tailles pour 2 mois en moins. Wow. Mais par contre, ils nous ont dit, et ça a été incroyable, en soi, ils sont aussi victimes du manque de business, tu vois. Donc ils se sont rendus compte, on leur a dit, OK, voilà, ça va être un peu exigeant ce qu'on demande, mais on pense qu'aujourd'hui on a besoin de faire une nouvelle strat. Et ils nous ont dit, et ça c'est incroyable, on a une chance inouïe, c'est qu'ils nous ont dit, on vous suit. Ils nous ont dit, votre business c'est notre business. Au mieux vous allez, au mieux on va. Bah évidemment, c'est main dans la main, c'est des partenaires. Donc ça, on a la chance d'avoir des super fabricants. Et vous produisez au Portugal. Ouais, c'est chouette. Portugal, un atelier en Belgique et un atelier maintenant en Italie. Donc on a 8 ateliers en tout. Cool. Donc ça devient quand même assez costaud à gérer. Faut le dire aussi ça, que tout est produit en Europe. Tout en Europe. Cool. Et Rodé, même chose, on produit au Portugal. Donc la marque de maillot de bain. Ouais, la marque de maillot de bain, on produit aussi dans le nord du Portugal, dans le nord du Portugal, pardon. Donc tout made in Europe. C'est cool. Moi, quand je suis Valentine Whitmer en tant que Française qui regarde cette marque belge, je trouve ça trop bien à quel point tu peux aussi habiller des filles françaises comme Laura Felpin ou ta collaboration avec Pomme, qui peut-être en Belgique, je sais pas si les gens se sont rendus compte de la notoriété de Pomme, mais moi j'étais waouh, trop bien, Valentine Whitmer Lab et Pomme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Ouais. Alors Laura Felpin, ça c'est via sa styliste, enfin, soit via Laura en direct, soit via sa styliste. Mais c'est vrai qu'on l'avait souvent habillée pour
pour 2-3 trucs. Et c'est vrai que le gros coup médiatique, c'est vrai que ça a été, enfin médiatique, on s'entend, mais ça a été quand, et je crois que je savais pas. Ah oui, pour LOL, qui Ouais. ressort Ouais, une série Amazon. Exactement. Elle a porté une de nos pièces, donc ça c'est vrai que parce que bon, c'est quand même c'est des émissions à gros coup média. Ouais. Donc ça c'était trop chouette. Elle a porté notre pièce et bon, le seul truc un peu dommage, c'est que la pièce était sold out sur notre site, donc on n'a pas pu voir le vrai impact commercial. Ouais. Par contre, c'est génial parce que tout le monde reconnaissait la pièce, etc. Donc c'est cool de savoir. En termes de notoriété, de visibilité, c'est chouette. Mais du coup, je sais pas dire ce que ça aurait été en tant qu'impact commercial vu qu'on n'avait plus la pièce. Ça, c'est toujours. C'est vrai. Je peux dire que quand t'as une pièce qui sort, c'est celle que soit t'as plus, soit c'est l'ancienne co, enfin bref. Mais c'était trop chouette, voilà, trop chouette. Et elle porte notre marque quand même de manière assez fréquente, que ce soit dans des interviews. Ouais, je l'ai vu le jour dans un truc sur Canal+, je crois, elle avait une pièce à nous, donc trop cool. Ouais, Laura Felpin, comique française qui est venue à Bruxelles. Moi, je suis allée la voir en décembre et j'ai adoré. Elle est très drôle. Il paraît. Ouais, non, elle est top. Et la collaboration avec Pomme? Ouais, la collaboration avec Pomme, ça c'était en septembre 2022, donc il y a déjà 1 an et 2 mois. Comment est-ce que c'est venu ça? C'est parce qu'en fait, ah oui, elle nous avait mentionné à la toute base sur France 2, donc on la connaissait en tant qu'artiste, mais pas personnellement, on n'avait pas de relation avec elle. Et elle nous a mentionné sur France 2 une émission qui s'appelle, je sais plus, mais en gros c'est une émission où c'est genre juste avant le journal, où elle doit dire... par exemple, la dernière personne qu'elle a appelée, le dernier message qu'elle a reçu, la dernière page qu'elle a suivie sur Instagram. Et en fait, on était la dernière page qu'elle a suivie sur Instagram. Ah, waouh! Et donc, elle a dit, je viens de suivre une marque belge, Valentine Mutmerlab, qu'une de mes amies belges, justement, m'a dit de suivre. Donc, suite à ça, c'est une de mes amies qui m'a envoyé ça. Et suite à ça, j'ai envoyé un message en disant, merci pour la mention, c'est très sympa. Elle a très vite répondu en disant, avec grand plaisir, j'adore. Du coup, on en a profité pour lui dire, écoute, si tu veux une pièce, ça nous fera plaisir de t'en offrir une. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, ça, c'est top. Elle a continué à acheter. Ouais, c'est cool. Ce qui est relativement rare chez les célébrités. En général, bon, ils reçoivent. Donc, en fait, ils finissent par même demander, ou les stylistes demandent, vu qu'en fait, ils ne payent rien. Ouais. Donc, elle, franchement, ça, j'ai trouvé ça top. C'est qu'elle a continué à acheter de manière assez récurrente sur le site. Donc, trop mignon. Et puis, il y a un moment, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tiens, est-ce que ça te dirait pas qu'on discute d'une potentielle collaboration? Je lui avais dit que j'avais pas encore d'idée précise, mais je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Elle m'a dit, écoute, moi, oui. Par contre, j'ai des équipes, etc. Donc, c'est plutôt avec mon équipe d'Universal qu'il faut voir. Elle dit, mais par contre, moi, je suis pas du tout contre l'idée, mais je peux pas du tout engager ça, ouais. Ouais, voilà. Donc, du coup, on a contacté l'équipe d'Universal, avec qui on s'est trop bien entendu. Ah, chouette. Et du coup, voilà, ça s'est fait la décision s'est prise relativement vite. Et on a décidé donc de faire une collection capsule de 8 pièces qu'on a dessinées ensemble. Et donc, qui est sortie 7-8 mois après. Donc, elle est venue shooter à Bruxelles. On a fait un shooting ensemble. C'est cool, elle est venue à Bruxelles exprès pour ça, quoi. 2 fois. Ah, elle est venue à waouh. Bruxelles pour un premier rendez-vous où là, on a tout fait. Enfin, on a fait un peu un brainstorming de ce qu'elle voulait, etc., voir ce qui était possible, réalisable aussi, parce que évidemment, elle connaît pas toutes les contraintes techniques, donc bien sûr, un peu trop, et puis les contraintes commerciales aussi, parce qu'après il faut vendre. Ouais. Donc, vous aviez dû lancer une grosse production ou vous avez pu limiter les quantités? Trop. On a fait. Ouais. Ça restait des quantités relativement ok, mais c'était quand même un peu trop par rapport à ce qu'on a écoulé. Ah, ça dépend. En fait, t'as des pièces qui sont très très bien parties, et puis les pièces un peu plus compliquées que moi j'estimais déjà compliquées commercialement. Ouais. Voilà, ça a été un peu. Ça c'est toujours dans une collection, tu sais jamais vraiment dire ce qui va bouger et pas bouger. Donc il y a des pièces qu'on était sold out trop tôt, des cols roulés avec des lignes, et d'autres où on en avait trop. Donc ça voilà, ça fait partie du jeu. C'est vrai. Et par contre, les pièces qui ont un petit peu moins fonctionné, par contre, ce qui est génial, c'est que nous on les a digitalisées et du coup on les a imprimées sur des pièces, mais c'était ses propres dessins. Ah, donc cool. ça c'est génial. Okay. Et on a travaillé avec une association aussi qui œuvrait au Malawi pour justement pour soutenir les femmes, les jeunes mamans au Malawi, etc. Donc franchement c'était et du coup il y avait une partie des fonds, une partie des bénéfices. Oui, bien sûr. Ouais, une partie des bénéfices qui a été reversée à l'association. Mais donc voilà, c'était une collaboration avec un vrai but et avec c'est chouette. Ouais. Surtout que c'est une artiste qui est quand même qui a énormément de valeur. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. Ouais. C'est parce qu'elle défend beaucoup de choses. Donc c'est pour ça. Ouais, et qui a une vraie identité, qui a un vrai style. Oui. Je trouvais que ça allait bien avec votre univers. Le seul truc, c'est que je pense que ça cible un peu trop, enfin la cible du coup, donc son audience, on va dire, sa communauté, sa communauté est un peu trop jeune.
Du coup, je pense qu'on les a un petit peu perdus au niveau du prix, alors qu'on avait déjà décidé d'abaisser les prix. Ah ouais. Maintenant, tu sais ce que c'est, les prix, à un moment, on peut juste pas les descendre. Non. Donc voilà, je pense qu'on a peut-être été un petit peu trop cher pour sa communauté. Mais par contre, on a fait une très belle presse. Ouais. Et il faut pas voir toujours l'impact commercial. Non, je suis d'accord. Voilà, il faut. Enfin, si, c'est important évidemment, mais il y a parfois des. Là, on le faisait pour l'image, pour le coût média et parce qu'on avait envie de le faire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Après, il y avait une joie, une excitation qui était là. Vraiment, c'était trop chouette. Et puis. Oui, ça a quand même été, en tout cas en France, ça a été quand même gros. Un vrai, etc. Donc, chouette. Ouais, donc c'était très très chouette. Cool. Et humainement, elle est top, donc et leur équipe aussi. Donc c'est ça ça s'est très bien passé, tu vois ce que je veux dire, ça c'est important aussi. Ouais, bien sûr. Donc, t'aimerais refaire encore des collaborations comme ça? Ouais, je crois que financièrement, c'est quand même un investissement. C'est quand même un investissement. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Mais je pense que oui, c'est intéressant parce que ça te permet de toucher justement une audience que tu touches pas du tout. Et du coup, tu as vu quand même que ça t'avait aidé sur ta notoriété sur le marché français. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et puis oui, les gens en parlaient. Et puis les gens, ils voient pas. Enfin, c'était quand même pas, c'était pas rien. Ouais, France, c'est pas rien. Surtout qu'elle fait pas ça régulièrement, non, donc c'était plutôt. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui était très chouette aussi, c'est que elle nous a dit, et via Universal, on sait aussi que c'était elle avait vraiment envie de le faire, et ça venait vraiment du cœur, et cool. Donc c'était. Non, c'était très Oui, chouette. Ça m'étonne pas qu'il y ait eu plein de presse. C'était une jolie histoire, quoi. C'est sûr de sûr. Ouais. Et d'ailleurs, en France, vous êtes vendu à la Samaritaine. Samaritaine. Chouette. En France, Samaritaine. Ça fait combien de temps maintenant? Depuis le début de leur réouverture, c'était il y a, je dirais, 2021. Cool. Je pense, 2021. Et ils nous avaient contactés et on a été, dès la première saison de leur réouverture. Et là, on a encore rendez-vous avec eux à Paris en janvier maintenant, donc ça veut dire que logiquement ils vont reprendre encore l'hiver prochain, donc je pense que et en fait on s'entend très très bien avec leur équipe. Cool. On va sur le floor 2 fois par saison pour faire un training, etc. Et on s'entend bien avec toute leur équipe, que ce soit le marketing, les acheteuses et les gens, les personnes, le personnel de vente. Donc c'est cool. C'est les personnes quand même qui représentent notre produit toute l'année en fait. C'est la personne qui va aller vendre ton produit. Donc on a une très très bonne relation avec la Samaritaine. C'est très chouette. Cool. C'est quoi les valeurs que tu as envie de défendre avec Valentine Whitmer Lab? Déjà, on a envie d'avoir un produit juste, que ce soit notamment par rapport à son prix, parce que c'est vrai que souvent on a le commentaire comme quoi, enfin on le sait, c'est pour tout, mais les gens disent que c'est fort cher, etc. C'est juste que non, on essaie d'avoir un prix juste en payant tout le monde correctement, en ayant des petites quantités, parce que qui dit petite quantité dit évidemment prix plus important. On travaille, et ça c'est vraiment notre mais c'est le cas avec nos 8 ateliers, c'est qu'on travaille avec des gens terriblement humains, qui se battent pour leur métier. Franchement, c'est tous des artisans, et jamais par exemple je vais décider d'aller réduire ma qualité pour pouvoir faire des plus grosses marges ou même réduire le prix. Ça c'est vraiment un gros focus pour nous, c'est l'extrême attention portée sur la qualité du produit et la transparence de production des matières premières. Ça c'est terriblement important. Et c'est quoi un peu la qualité, quoi, vraiment une valeur de qualité. Ça c'est vraiment c'est terriblement important, la qualité. Et où est-ce que tu sources ces matières? Alors on les source en général en Italie, au Portugal surtout. Notre coton par exemple, tout ça c'est géré au Portugal. On travaille avec certains filateurs de pays de l'Est, mais qui sont vraiment top. Parce que parfois c'est vrai que les pays de l'Est ça peut faire un peu peur. Je pense qu'il y a des super producteurs. Et même dans les ateliers, bien les ateliers, sûr. Sur les filateurs, les producteurs, il y a des usines incroyables. C'est juste que les pays de l'Est on connaît moins. Ouais. Et donc, on connaît moins. Et donc, on travaille avec des top filateurs de là-bas. Sinon c'est principalement des fils italiens. Super. Ou portugais. Ouais. Trop bien. C'est quoi pour toi les milestones, les moments clés de ta marque en 8 ans de vie? J'irais, je vais essayer de te les donner dans l'ordre. Le premier, je dirais que c'est justement notre shift B2C, B2C, B2B. Donc c'est le moment où on s'est dit, tiens, est-ce qu'en fait notre produit pourrait pas fonctionner en magasin? Donc ça c'était une grosse première step. Après ça, je dirais qu'il y a eu c'est pas vraiment
c'est pas vraiment une grosse step, mais ça a été un terrible ego boost. C'est quand on a vu que Bella Hadid et Gigi Hadid portaient nos pièces. Ouais, c'est vrai. Ça, franchement, de nouveau, pas d'impact commercial parce que pas tagué, on n'a pas été tagué, etc. Mais niveau confiance en soi, cool. On fait des des trucs qui plaisent à ce genre de filles, quoi. Oui, et puis, enfin, pour le coup, c'est pas n'importe qui. Maintenant qu'on aime ou qu'on aime bien suivre des mannequins, ça c'est personnel. Mais je veux dire que, on a quand même réussi à toucher les États-Unis. Et des célébrités qui, dès qu'elles sortent de chez elles sont prises en photo. Ouais. Exactement. Donc ça a quand même été un gros ego boost. Ça, c'était trop chouette. Et tu sais comment ça s'est passé? C'est via des stylistes? Moi, j'avais contacté à l'époque via une assistante, d'une stagiaire, d'une styliste. Je sais pas comment c'est arrivé. Puis elle m'a dit, ah oui, ça nous intéresse, envoyez ça, ça et ça. Je me suis dit, bon, ça passera jamais. Mais bon, on a envoyé. Des pièces, des produits. Ouais, des pièces. Et puis, 2 semaines après, on a vu Gigi Hadid porter notre pièce, et puis Bella Hadid la semaine d'après. Donc, donc ça a marché, quoi. Ouais. Oui, mais bon, depuis on réessaye et on n'a jamais rien eu. Donc je pense que c'est un énorme coup de bol. Ok. Mais depuis ça marche plus. Donc je pense que c'est vraiment... Non, mais surtout qu'il faut trouver le bon contact, qu'elle te réponde, il faut bien sûr. que ce soit livré, que ce soit sélectionné, il faut que la célébrité, que le styliste aime, ou que la célébrité aime, qu'elle le porte, qu'elle soit street stylée et qu'on trouve la photo. Donc, tu vois, il y a énormément d'étapes. C'est vrai. Oui. Dit comme ça. Ah oui. Donc, il y a tellement de paramètres. Oui, de paramètres. C'est pour ça que je dis qu'on a eu du bol. C'est que, en fait, on a surtout eu du bol de voir cette photo qui est sortie. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on réessaye chaque saison. Mais... Et ça a boosté la visibilité sur le site, le compte Instagram? Non, ça pas parce que... Enfin, si, mais sur notre réseau à nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, notre communauté, les gens trouvent ça incroyable, etc. Mais par contre, vu que, comme je disais, on n'a pas été tagué ni rien... On n'a pas réussi à choper tous les États-Unis, par exemple, tu vois. Ouais. Alors que s'il y avait eu un tag ou une mention, ça aurait pu avoir un vrai impact commercial, mais comme tu dis, ego boost. Par contre, ego boost, c'est que l'ego boost et c'est image. Ouais. Et moi, j'ai toujours fake it till you make it. Et c'est que les gens ont eu l'impression, je pense, qu'on était en train de... d'exploser. Voilà, exactement. Donc, c'est trop chouette. Ouais. Ça fait du bien, moral. Ouais, je comprends. Ouais. Trop important. Je crois qu'on a déjà parlé un peu de vos difficultés, de vos challenges. Est-ce qu'il y a d'autres milestones, éléments clés que tu as envie de partager? Je dirais quand même l'entrée au capital de nos derniers investisseurs qui sont arrivés en 2022. Même question, comment tu trouves des investisseurs? Alors, donc on avait une première, entre guillemets, série d'investisseurs des premiers jours. C'était plutôt Friends and Family à ce moment-là. Ouais. Et puis, on a dû aller chercher les plus gros fonds. Ça, c'était donc en 2022. À la base, justement, pour confirmer notre expansion digitale. Donc, du coup, on a dû faire un peu un marche arrière pour leur expliquer qu'en fait, on partait plutôt vers le B2B. Donc, et ça, comment est-ce qu'on a trouvé? On a eu une personne qui nous a toujours très, très fort soutenus. Il nous avait toujours dit, écoutez, moi, votre produit m'intéresse. J'adore votre duo, Arthur et toi, sachez que ma porte est toujours ouverte si un jour vous voulez venir me parler, etc. Et puis on s'est dit ok, on viendra quand on estime que notre dossier sera assez en béton. Puis c'est arrivé, on a été le voir, il nous a dit écoutez, moi je vous suis. Et puis il a fait un tour de table auprès de certains amis à lui investisseurs, et il a eu 2 personnes intéressées, et puis on les a rencontrés, et ainsi de suite, et donc ça s'est fait comme ça. Chouette. Ouais. Ok. Et ça c'était donc l'année passée. Ok, super. Élément important en effet. Ouais. Super cool. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, avant de te lancer? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune marque qui se lance? Donc, tu as déjà dit quelque chose d'intéressant qui était trouve-toi un associé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La patience. Franchement, ça c'est un... Ouais, le rythme qui... Ouais. La patience, ça c'est vraiment... tellement important, encore plus dans des situations économiques comme on vit aujourd'hui. 2023, ça a été vraiment... Comme on disait, pour beaucoup de business, on a fait une très belle année 2021, 2022 encore bonne, 2023 était vraiment très très dur. Je suis perso un peu sceptique pour 2024. J'espère que ça va reprendre, mais donc il faut être patient, il faut savoir encaisser les coups durs. Du coup, pour ça, il faut avoir une très très belle, en tout cas dans mon business, une très très bonne gestion du cash flow qui permet justement de pouvoir passer au travers de ces gros moments de down. Ce qui est vraiment pas facile. Donc voilà, patience. Il faut accepter en fait qu'en effet, un business, ce n'est fait quasi que de haut et de bas, et qu'en général, quand tu es dans un gros bas, si tu arrives à passer ce bas, logiquement, c'est que tu vas vers un mieux. Moi, c'est un peu ma manière de voir les choses.
Maintenant, et grosse capacité d'adaptation. Je trouve que tu t'en rends peut-être pas compte parce que t'es encore la tête dans le guidon, mais je trouve ça incroyable à quel point vous vous remettez en question, à quel point t'es autocritique, à quel point tu vois, tu tires tout de suite des leçons, voilà, du showroom passé, des retours des agents, tu vas tout de suite trouver la solution. Ça, le pouvoir d'adaptation, c'est l'entrepreneuriat en général, dans notre produit, dans notre marché encore plus, c'est primordial. C'est de savoir justement réagir, de se remettre en question, de parfois juste avouer qu'on fait des erreurs ou qu'on ne fait pas bien les choses. Et c'est savoir, en effet, essayer de repenser le produit, la stratégie non-stop pour pouvoir rebondir. Et notamment, pourquoi est-ce qu'il faut un pouvoir d'adaptation relativement rapide? Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Et que nous, ça fait déjà 8 ans et on est encore en train de se poser des questions. Et oui, et je pense qu'on s'en pose tout le temps, et que c'est vital aussi, tu vois. Mais encore plus dans des années comme ça, où c'est vraiment une année vraiment très difficile pour le business de manière générale. Le pouvoir d'achat est très mauvais. L'Europe souffre beaucoup. L'Européen n'achète plus vraiment. Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Ils sont en train de dépenser. Bon, c'est pas mieux, parce que je pense qu'ils vont vers une crise un peu costaude aussi. Mais le marché européen est vraiment très très dur. Il est frileux, il consomme pas, les prix deviennent débiles, et les gens préfèrent mettre leur argent dans autre chose que la mode, ce que je comprends tout à fait, parce que je le fais aussi. Enfin, je mets plus du tout mon argent dans... C'est quoi les marques belges que t'aimes bien? C'est justement ma question d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup. J'adore mes copines de Façon Jacquemin. Ça, c'est vraiment... franchement, je porte quasi quotidiennement Façon Jacquemin. Dans les marques que j'adore, mais dont aujourd'hui j'ai pas le budget, justement parce qu'on disait que c'est une année où il faut faire attention. J'adore Christian Henens, que j'adore. Driss, j'adore, mais même chose, aujourd'hui je peux pas me payer des pièces à ce prix-là. Mais donc, dans les marques plutôt contemporaines, je dirais oui, en effet, Façon Jacquemin. Meryl Roth, j'adore. Cool. Pas le budget non plus aujourd'hui. Mais c'est des marques qui sont en train d'avoir une très, très belle renommée internationale. Je parle de Meryl Roth, Esther Manas, qui est quand même une marque franco-belge. C'est quoi pour toi la mode belge, puisqu'on parle ici de mode belge? Et est-ce que Valentine Whitmer Lab, c'est une marque belge? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, à la base, en fait, moi, je trouve que la mode belge est principalement basée sur... c'est mon feeling, mais sur l'audace. Franchement, je trouve que on a des marques, que ce soit des marques qui sont tenues par des jeunes créateurs ou même des plus âgés, des plus anciennes maisons. Je trouve que franchement le Belge a un bagou. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on a une très très belle renommée à l'international. Et je pense que la Belgique a le vent en poupe, que ce soit dans le sport, dans la mode, dans le cinéma. Je pense que le Belge a sa patte. Alors qu'on est quand même un très très petit pays, divisé en deux, une barrière linguistique quand même assez costaud. Donc voilà, je pense que le Belge se démarque fort des autres. Franchement, il a son esthétique. Et surtout, on a quelques très très beaux noms qui sont à la tête de grandes maisons françaises. Ouais, absolument. Donc chez Prada, chez Saint Laurent. Donc franchement, je pense que le Belge a pour un si petit pays, je pense qu'on a une très très belle renommée internationale. C'est vrai, très beau rayonnement. Tu le ressens, toi, en tant que marque belge? Mais je sais que quand on dit on est marque belge, les gens adorent, vraiment. Mais même à Paris, tu vois, où on peut croire qu'ils sont un peu plus... chauvins. Non, mais vraiment, c'est vrai. Ils adorent. Mais pour te dire, maintenant, on travaille avec un agent Talk Studio à Paris. Et il a quasi plus que des marques belges maintenant dans son studio. Génial. Dans son showroom, il a Arte, il a Façon Jacquemin, il a notre marque maintenant, et ils disent on adore les Belges. Ah, c'est cool. Parce que voilà, je pense qu'on a une très très chouette dynamique et très peu de prétention, je pense. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la force des marques belges et des personnalités belges aussi, c'est que je pense qu'on est tous, c'est ce que j'estime être très 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 humble et accessible. Oui, très accessible. C'est vrai. Et je pense que ça se ressent et du coup voilà. Et puis le produit est bon, donc donc voilà. C'est cool. Et d'ailleurs, je termine toujours mon podcast, mes interviews avec cette dernière question. Qui justement dans la mode belge tu trouves inspirant et que tu aimerais écouter à mon micro? Féminin, masculin? À qui tu veux. Ok. Esther Manas. Ouais, super idée. Qui pour le coup, on entend beaucoup parler d'elle, très très inspirante parce qu'elle fait un produit particulier mais à la fois très actuel parce qu'elle propose quand même un produit qui est très basé sur l'inclusivité et qu'elle fait ça à sa manière, de manière très très féminin justement. Et je
Et puis, elle a quelque chose à dire, quoi. Ouais, franchement, ça, je trouve ça. aussi. Donc, je dirais Esther Manas. C'est aussi un duo d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Oui, exactement. En associé. Oui, voilà, oui, exactement. Un couple, d'ailleurs. Un couple, je crois, ils sont mariés, ouais. Et sinon, moi, j'ai une grande obsession, mais depuis des années, c'est pour Peter Mullier, qui est chez Alaya. Ouais. Ça, c'est mon... Je sais pas, je suis fascinée par ce gars qui a repris une maison emblématique et une maison incroyable et qui fait ça très, très bien. Ouais. Et c'est sublime ce qu'il fait, mais en plus de ça, il respecte vraiment les codes d'Alaya. Et donc, lui, c'est vrai que ça a toujours été un peu un de mes gros coups de cœur belges. Ok, challenge accepté. Je vais essayer d'interviewer Peter Mullier. Ouais. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter? Non, mais juste pour justement revenir un peu sur la patience, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit, ça paraît très cliché. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien me dire ça, que les belles choses prennent du temps. Voilà. Et que si ça prend du temps, c'est parce qu'on est en train de créer quelque chose de joli, quelque chose de bien. Ouais. Donc j'espère, mais et dans la mode, tu sais, il y a aussi beaucoup d'histoires comme ça, des success stories très courtes, très fulgurantes, et c'est pas forcément le chemin que je vous souhaite. Non. Et du coup, il faut se dire ça aussi, que vous êtes en train de construire une belle marque pérenne, et que du coup, ça prend du temps. Ouais. Et encore autre chose, mais ça on le disait aussi tout à l'heure, mais c'est bien s'entourer. Je parle pas que spécialement de son associé. C'est de ses équipes, que ça peut être des équipes de shooting, des équipes de communication, c'est savoir avoir une bonne équipe autour de soi pour justement faire décoller la marque. Mais ça, il n'y a pas que le noyau, il n'y a pas que le petit noyau d'une marque ou d'une société. Il y a tout ce qui entoure, et ça c'est hyper important de s'entourer. On n'avance pas seul dans la mode. Impossible. Mais non. Ouais, tu dépends. Ça sert à rien de vouloir avancer seul. Non. Tu dépends de plein de facteurs. Et bien choisir ces personnes-là, que ce soit pour la presse, le styling, je sais pas. Mais je crois que c'est terriblement important. T'es bonne là-dedans, parce que j'ai l'impression que tu t'entends toujours bien avec les gens, quoi. Vous trouvez vite des équipes qui passent bien avec vous. Tu t'entends bien avec les gens d'Universal, tu t'entends bien avec les gens de la Samaritaine. C'est marrant, ça. C'est ce que j'allais dire, ça revient, tu vois. Mais oui, c'est trop important. C'est trop important de bien faire les choses et d'être sympa, quoi, en effet. T'as tout à gagner à être sympa et je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et donc, c'est cool. Ça, c'est dans mes deux conseils. Super. Et on s'arrêtera sur ces belles paroles. Merci à toi, Valentine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.